Tout au long de l'histoire du catch, de nombreuses compagnies ont vu émerger plusieurs talents capables d'incarner le rôle de top guy. Mais à la WWE, la philosophie a toujours été claire. Choisir une seule figure emblématique et la placer au sommet. C'est ainsi que des légendes comme Bruno Sammartino, Hulk Hogan ou Steve Austin, puis plus récemment John Cena et Roman Reigns ont marqué leurs époques. Mais qu'en est-il de ceux qui, malgré leur talent indéniable, ont dû se contenter de la seconde place derrière ces icônes? Une position qui doit parfois être aussi gratifiante que frustrante. Malgré tout, cela ne diminue en rien leur valeur en tant que performeurs. Alors, qui sont ces figures marquantes, restées dans l'ombre des têtes d'affiche? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui en retraçant les parcours des éternels seconds. Et si nous devons commencer quelque part avec ce sujet, faisons-le en remontant à l'époque de la WWF, une époque avant que Vince McMahon ne prenne les rênes de l'entreprise et ne la transforme en son spectaculaire divertissement sportif. À cette époque, il y avait beaucoup moins de paillettes et de mise en scène et l'accent était principalement mis sur Bruno Sammartino et son règne record. Bruno a été si dominant qu'il a conservé le titre de la WWF pendant 2803 jours, un record incroyable. Cela rendait encore plus difficile pour son protégé Larry Zbyszko de se démarquer lorsqu'il a décidé qu'il voulait briller à son tour. À la fin des années 70, après avoir passé des années sous la tutelle du champion, Zbyszko a compris qu'il était temps pour lui de prouver sa valeur aux yeux des fans. Pensant que la seule façon d'y parvenir était de battre son mentor, le natif de Chicago a défié Sammartino dans un combat d'exhibition le 22 janvier 1980. Mais après avoir réalisé pendant le match qu'il était encore loin d'égaler Bruno en termes de compétences, Larry a décidé d'employer la seule stratégie qu'il pensait pouvoir fonctionner. Frapper son adversaire avec une chaise. Évidemment, cela a immédiatement transformé Zbyszko en heel aux yeux du public présent. Après tout, quiconque attaquait leur héros de cette manière était perçu comme impardonnable. Cependant, cela importait peu à Zbyszko. À la suite de ses actions ce soir-là, il est instantanément devenu la deuxième star de la compagnie, suffisamment haut placé dans la hiérarchie pour entamer une longue rivalité avec le champion. Mais même cela ne lui suffisait pas. Ce qu'il voulait vraiment, c'était être le numéro 1, le véritable leader de New York. Alors il a continué à se battre pour surpasser Bruno. Tout cela a conduit à une confrontation finale entre les deux hommes au Shea Stadium le 9 août de cette année-là, un combat épique disputé dans une cage. Mais peu importe combien il s'est préparé ou à quel point il s'est amélioré, Larry n'a pas pu battre Bruno une fois que la cloche a sonné. Et comment aurait-il pu? Après tout, il affrontait une légende vivante, le super-héros italien, le plus grand champion de la WWF de tous les temps. La réalité était que même en se poussant à ses limites absolues, Zbyszko restait toujours dans l'ombre de son ancien mentor. Mais ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Certes, il n'était pas un numéro 1, mais il occupait tout de même une excellente position. Dans certaines circonstances, être en deuxième place pouvait même être avantageux. Et c'est quelque chose que Jimmy Snuka allait découvrir quelques années plus tard lorsqu'il se retrouvait dans l'ombre du nouveau visage de la compagnie, Bob Backlund. Mais revenons un instant en arrière pour donner un peu de contexte. Après que Bruno Sammartino a décidé de passer définitivement le flambeau de la figure de proue de la WWF en 1978, c'est Bob Backlund qui a repris le rôle et s'y est pleinement engagé en tant que nouvelle tête d'affiche. Cela dit, aussi bon qu'il ait pu être sur le ring et malgré le fait qu'il incarnait parfaitement les valeurs américaines traditionnelles recherchées par Vince McMahon Sr., Backlund n'avait pas exactement le même charisme et la même personnalité que son prédécesseur. L'une des plus grandes critiques à son égard était qu'il manquait de relief, ce qui explique pourquoi, au début des années 80, les fans ont commencé à se tourner davantage vers Jimmy Superfly Snuka. Et pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Snuka était flamboyant et captivant, le genre de personne qui attirait instantanément tous les regards. Néanmoins, lors de son premier passage à New York, il était présenté comme un heel. Et lorsque Vince Senior a réalisé que les fans ne voulaient pas le huer, il a entamé le processus de transformation de Superfly en face. Peu de temps après, cela a conduit à son programme désormais légendaire contre Don Muraco, où le 17 octobre 1983, le favori du public a sauté du sommet d'une cage en acier pour délivrer un splash mémorable, connu aujourd'hui dans le monde entier. Cela dit, malgré cette popularité immense, Snuka restait relégué au second rang derrière l'homme qui détenait l'or. Pourquoi? Eh bien parce que selon Vince McMahon Sr., Bob Backlund demeurait le meilleur choix pour représenter la compagnie en tant que champion, grâce à ses véritables compétences en lutte amateur. Aux yeux de Vince, garder Snuka comme son deuxième face permettait de profiter du meilleur des deux mondes, un lutteur légitime au sommet et une personnalité charismatique capable d'attirer les fans pour le reste du show. À bien des égards, cela s'est avéré bénéfique pour le natif des Fidji, car il n'avait pas à porter le poids de toute la compagnie sur ses épaules. Il pouvait être lui-même en permanence, ce qui enchantait régulièrement les fans. Bien sûr, être lui-même a aussi entraîné des controverses plus tard, notamment lorsqu'il a été impliqué dans la mort de sa petite amie, Nancy Argentino. Cela a facilité la décision de Vince McMahon Jr. de l'effacer progressivement de l'image à ce moment-là, car il n'a jamais été le visage de la WWF. En fin de compte, avoir Superfly en deuxième position derrière Bob Backlund s'est avéré être un choix judicieux avec le recul, tout comme, malgré son immense talent, il était probablement logique que Randy Savage joue un rôle secondaire par rapport à Hulk Hogan au milieu des années 80. En effet, Macho Man Randy Savage était une légende, l'une des plus grandes de tous les temps. Mais peu importe son talent exceptionnel, il n'aurait jamais pu rivaliser avec l'aura de Terry Bollea, alias Hulk Hogan, durant cette décennie.
Après tout, sans la Hulkamania, il n'y aurait probablement jamais eu de véritable boom dans l'industrie du catch à cette époque. Donc l'idée que quelqu'un d'autre aurait pu remplir le rôle de figure de proue semble donc presque absurde à envisager. Cela dit, même s'il n'a jamais pu détrôner Hogan, cela n'a pas empêché Savage de se construire une carrière impressionnante en tant que solide numéro 2. En fait, à certains moments, il a même brièvement réussi à éclipser le Huckster. L'exemple le plus marquant reste sans doute WrestleMania 3, où il a volé la vedette avec son incroyable match contre Ricky the Dragon Steamboat. Et parce qu'il était si fiable dans ce rôle de second plan, cela en fait le choix idéal lorsque le champion a dû s'absenter en 1988 pour tourner le film No Holds Barred. Savage est alors devenu l'un des rares lutteurs de cette époque, en dehors de Hogan, à porter le titre de champion de la WWF durant cette ère. Bien sûr, il finira par perdre la ceinture face à son grand rival à WrestleMania 5, comme prévu. Mais même dans la défaite, Savage a su créer quelque chose de mémorable. Sa jalousie face à l'apparente convoitise de Hogan pour Miss Elizabeth a été le moteur de l'explosion des Mega Powers, l'une des plus grandes histoires jamais racontées par la WWF. Cependant, Randy Savage n'était pas le seul numéro 2 de l'ère de l'Hulkamania. Certes, il était le choix évident dans la première moitié de la décennie, mais à la fin des années 80, il avait été dépassé par une véritable force de la nature. De qui parlons-nous ici ? Eh bien, de l'Ultimate Warrior bien sûr. En effet, aujourd'hui il est peut-être davantage reconnu comme le gars que beaucoup dans l'industrie méprisent pour son comportement peu amical de son vivant. Mais en 1987, Jim Ellwing, connu sous le nom de l'Ultimate Warrior, était un véritable phénomène. Une force de la nature, ornée de peintures faciales éclatantes et de rubans colorés qui insufflaient une dose immédiate d'adrénaline aux fans dès que sa musique d'entrée retentissait. Inutile de dire qu'après avoir remporté le titre intercontinental en 88, les fans se demandaient rapidement quand le Warrior aurait une chance de décrocher le titre suprême de la WWF, alors toujours détenu par Hulk Hogan. Et il semble que Vince McMahon ait remarqué cet engouement. Car en 1990, il a pris une décision inédite à l'époque à New York, opposer ses deux plus grandes vedettes, toutes deux babyface lors de WrestleMania 6 avec une stipulation unique. Le vainqueur repartirait avec les deux titres. Néanmoins, cette décision a divisé le public. Beaucoup restaient fidèles à Hogan, tandis que d'autres avaient rejoint le train du Warrior. Cela a créé une atmosphère électrique lorsque la cloche a retenti au Sky Dome de Toronto le 1er avril 1990. Ce fut là que le Warrior atteignit enfin le sommet, en battant Clean le champion au centre du ring. Cela dit, ce n'était pas la fin de l'histoire. Car même si Jim Ellwing semblait avoir été désigné comme le nouveau visage de la compagnie, les mois suivants ont montré que son règne ne parvenait pas à attirer autant qu'espéré et que le patron avait peut-être été trop impatient de lui donner la première place. Bien qu'il ait été extrêmement populaire en tant que champion intercontinental, il s'est avéré incapable de porter le poids de la compagnie sur ses épaules. Ainsi, à WrestleMania 7, un an plus tard, le titre était de retour autour de la taille de Hogan, tandis que le Warrior, autrefois héritier désigné, était relégué au rôle de numéro 2. Ce n'était pas forcément une mauvaise chose car elle restait une figure clé du show. Cependant, ces nombreuses disputes en coulisses avec Vince McMahon compliquaient les choses. En fin de compte, le plus grand ennemi du Warrior était lui-même. Et cela signifia que lorsque les années 90 touchèrent à leur fin, il était devenu persona non grata à la WWF. Mais cela n'avait plus beaucoup d'importance pour la compagnie qui avait entre-temps trouvé une nouvelle paire de têtes d'affiche, Steve Austin, l'indéniable star de l'époque, et son second, The Rock. À première vue, qualifier le Rock de second rôle peut sembler absurde. Après tout, il est sans doute la plus grande star du catch à avoir réussi une transition vers le grand public. Pendant l'ère de l'Attitude Era, sa popularité atteignait des sommets. Et quand Stone Cold Steve Austin s'est blessé à la fin de l'année 99, c'est The Great One qui a repris le flambeau. Portant la WWF à bout de bras en 2000, une année souvent considérée comme la meilleure de l'histoire de la fédération tout en étant le babyface numéro 1. Cependant, il est indéniable que chaque fois qu'Austin était présent, il restait le véritable numéro 1. Et cela était particulièrement évident tout au long de la rivalité emblématique d'Austin avec Vince McMahon entre 1998 et 1999. Une rivalité qui à elle seule a probablement sauvé la WWF de la faillite. Et bien que The Rock ait dominé en l'absence du Rattlesnake, le retour de ce dernier fin 2000 a immédiatement réaffirmé sa place au sommet de la hiérarchie. Besoin de preuves que The Rock évoluait un peu dans l'ombre d'Austin durant cette époque ? Regardez leurs 10 affrontements en 1 contre 1. De leur première rencontre à Degeneration X In Your House le 7 décembre 1997 jusqu'à leur dernier combat à WrestleMania 19 le 30 mars 2003. Sur ces 10 matchs, Dwayne Johnson n'en a remporté qu'un seul. Cela dit, cela n'a pas empêché The Rock de se construire une carrière légendaire. Son charisme incomparable lui a permis de briller quoi qu'il arrive. Et en termes de succès dans le grand public, il a même surpassé Austin, devenant la plus grande star de cinéma issue du catch. Ses rôles dans des franchises comme Fast and Furious ont solidifié son statut d'icône mondiale. Pourtant, malgré tous ses succès, il doit être un peu amer de ne jamais avoir totalement éclipsé Austin sur le ring. Malgré les nombreux moments mémorables qu'il a créés entre la fin des années 90 et le début des années 2000, The Rock restera toujours dans les mémoires comme celui qui était presque la plus grande star du catch.
si seulement il n'avait pas partagé la scène avec l'un des plus grands phénomènes de l'histoire. En effet, il peut être difficile d'accepter que même si tu es une légende à part entière, être présent lorsqu'une star générationnelle est en pleine ascension ne suffira pas toujours à te faire briller autant, voire à t'éclipser. Néanmoins, ce n'est pas seulement The Rock qui a dû faire face à cette réalité. Quelques années plus tard, le même phénomène s'est produit pour Edge, qui a dû lutter pour trouver sa place en tant que prétendant au trône de John Cena. Bien sûr, tout le monde a dû affronter cette réalité au milieu des années 2000. Après le départ de Steve Austin et The Rock du ring, c'est Big Mac John Cena qui s'est imposé comme le nouveau visage de la WWE. Et comment y est-il parvenu ? Eh bien en étant un artiste incroyablement charismatique, capable de captiver les jeunes fans qui l'ont rapidement adopté comme leur nouveau super-héros. Néanmoins, cette popularité auprès des plus jeunes a également irrité une partie des fans adultes. Pour eux, Cena symbolisait une régression par rapport à l'ère la plus provocante et mature qu'ils avaient connue avec l'Attitude Era. En conséquence, chaque fois qu'il montait sur le ring, les réactions étaient partagées. Les acclamations des enfants rivalisaient avec les huées des adultes. Ce phénomène influençait aussi la perception de ses adversaires, même lorsqu'ils étaient censés être les méchants de l'histoire, puisque beaucoup de fans choisissaient de soutenir quiconque s'opposait à Cena. Cela tombait bien car l'un de ses opposants les plus marquants à ses débuts comme top guy de la WWE était Edge, peut-être le plus sournois des heels. En créant son personnage de Rated R Superstar au milieu des années 2000, Edge est devenu l'incarnation parfaite du heel que l'on adore détester. Pourtant, malgré son rôle de heel, il a réussi à gagner une base de fans qui appréciaient sa performance, ce qui a ajouté une dynamique spéciale à sa rivalité avec Cena. Mais même si leurs affrontements et segments étaient souvent excellents, il était clair que Cena était le numéro 1. Même lorsque Edge détenait le titre de la compagnie, il semblait inévitable qu'il le perde d'un jour à l'autre face à Cena. Cette compréhension s'est peu à peu imposée parmi les fans, à tel point que lorsque Edge a été principalement associé à SmackDown, cela a donné l'impression que la brande bleue était inférieure à Raw, où se trouvait le véritable pilier de la compagnie. Cependant, Edge n'était pas le seul à devoir jouer les seconds rôles face à John Cena durant les années 2000 et le début des années 2010. Bien au contraire, sur Raw, pendant cette même période, un autre adversaire majeur luttait constamment pour s'échapper de l'ombre du leader incontesté, Randy Orton. Bien sûr, cela n'était pas écrit d'avance. Au début des années 2000, Randy Orton semblait destiné à devenir le successeur de Steve Austin, celui qui reprenait le flambeau laissé par le Texas Rattlesnake. Cependant, son attitude parfois qualifiée pour être gentille de capricieuse a poussé la direction à hésiter à lui confier un tel rôle. Cette méfiance a permis à Big Mac John de s'imposer à sa place et de devenir le moteur principal de la compagnie. Au final, ce choix s'est révélé judicieux puisque Cena a fini par incarner la plus grande star de sa génération. Mais peut-on facilement imaginer un univers alternatif où Randy Orton aurait occupé cette place ? Il en avait clairement les capacités sur le ring, comme en témoignent ses performances tout au long de cette période. En effet, non seulement il est devenu 14 fois champion du monde, mais il a également participé à de nombreux affrontements mémorables avec son principal rival, John Cena. Certes, au fil du temps, leur rivalité est devenue si répétitive qu'elle a fini par lasser les fans, peut-être même plus que celle de Roman Reigns et Brock Lesnar. Pourtant, lors de leur première confrontation, l'alchimie était indéniable. Ces batailles ont permis d'établir Orton comme un solide numéro 2 sur la brande rouge, une position qu'il a occupée avec fierté tout au long de la décennie. Cela dit, ce statut allait être remis en question avec l'arrivée des années 2010. Car une nouvelle étoile montante commençait à émerger, un babyface charismatique prêt à marquer les esprits. Tout ce qui lui manquait, c'était une étincelle pour allumer la mèche qui le propulserait au sommet. Et cette étincelle est arrivée sous la forme de sa désormais célèbre Pipe Bomb. Et vous l'aurez deviné, il s'agit de CM Punk. En effet, après s'être propulsé dans la stratosphère au printemps 2011, CM Punk, le Second Citizen, est rapidement devenu le centre de toutes les discussions. Certains pourraient même affirmer qu'il avait tous les atouts pour devenir l'homme capable de prendre le flambeau de John Cena. Avec son incroyable popularité et son attitude anticonformiste qui collait parfaitement à l'époque, Punk semblait être le seul capable de ramener la WWE au premier plan culturel. Cependant, une décision fatale de la direction de le refroidir durant une rivalité avec Triple H et Kevin Nash a freiné son ascension. Résultat, Phil Brooks, malgré ses 434 jours en tant que champion de la compagnie, a dû se contenter de la deuxième place. Mais comment un homme avec un règne aussi long peut-il ne pas être vu comme la figure de proue de l'entreprise, pourriez-vous me demander ? Eh bien la réponse est simple, parce que Big Mac John était toujours traité comme la véritable tête d'affiche et placé au-dessus de Punk dans les main events. Cette situation que d'autres auraient pu apprendre à accepter était insupportable pour Punk. Sa frustration n'a cessé de croître jusqu'à ce qu'elle atteigne un point critique en janvier 2014 lorsqu'il a quitté la compagnie de manière spectaculaire. Et après cela, il a disparu du ring pendant 7 longues années. Bien sûr, Punk a fini par revenir, mais ce ne fut pas avec la WWE. Peut-être parce qu'il avait conscience que tant que Vince McMahon serait aux commandes, il ne serait jamais positionné comme la vraie star principale. Aujourd'hui, avec John Cena à la retraite à la fin de cette année 2025, cet honneur est revenu à Roman Reigns, l'ancien roi incontesté de la WWE, qui même lui possède un solide numéro 2 qui le talonne. Et ce numéro 2 est quelqu'un de très proche, son ancien coéquipier du Shield, Seth Rollins. C'est exact, à une autre époque, Seth Rollins aurait facilement pu être l'as de la compagnie.
Mais malheureusement pour lui, il vit durant la même période que Roman Reigns, notre chef tribal. Malgré cela, Rollins a constamment été le meilleur catcheur de l'entreprise, un homme sur qui on peut toujours compter pour livrer des performances qui volent la vedette. Pourtant, sa position dans la hiérarchie a souvent semblé inférieure à ce qu'elle aurait dû être. On pourrait soutenir qu'au début du règne de Reigns, sa poussée semblait forcée, ce qui aurait pu rendre le rôle de Seth bien plus approprié. Cependant, depuis que Roman est devenu un heel en 2020 et a pris les rênes de la Bloodline, il a réussi à se transformer en la superstar qu'il savait qu'il pourrait être. Cela signifie que peu importe la qualité du travail de Rollins, il n'a jamais eu une chance réelle de lui prendre la couronne. Mais au moins, Seth a réussi à se tailler un rôle important dans le main event comme le cheval de travail de la compagnie. Pour beaucoup de fans hardcore, il pourrait même être considéré comme leur as secret, même s'il n'a pas été reconnu ainsi par Vince McMahon. Avec AJ Styles maintenant en fin de carrière et Daniel Bryan ayant quitté pour la WWE, il est difficile de penser un catcheur mieux qualifié que Rollins dans le ring à la WWE. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené à devenir récemment le premier champion du monde poids lourd sur Raw et à rivaliser avec CM Punk de retour dans la compagnie qui possède une énorme exposition. Réalistiquement, personne n'était mieux adapté à ce rôle. Cela prouve qu'il est possible, même en vivant dans l'ombre d'une plus grande star, de jouer un rôle crucial. Après tout, chacun des catcheurs que nous avons évoqués aujourd'hui est une légende en soi. Et cela devient encore plus impressionnant quand on considère qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'être désignés le champion pour les propulser à la première place. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince encore une fois, merci à tous.